lieu de dire bonjour à tous, je dirais bonjour José. José, je pense, c'est le point focal du Cap-Vert. Donc, merci vraiment d'avoir sacrifié un peu de temps pour participer à cette conférence en ligne sur la résolution de la 17e conférence mondiale sur le tabac ou la santé qui a eu lieu pour la première fois en Afrique, je pense, au mois de mars. Comme d'habitude, la publication de la résolution des conférences mondiales a toujours fait écho dans la presse. Mais si nous ne communiquons pas son contenu à nos décideurs, si nous ne développons pas des stratégies pour mettre en œuvre son contenu, cet écho ne servira vraiment à rien. Alors, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles nous avons tenu à organiser ce webinaire. Je tiens à remercier la CTCA pour avoir pris l'initiative vraiment d'organiser un tel atelier. Malgré que la participation a toujours été timide, personnellement, je les encouragerai toujours de continuer à prendre de telles initiatives en espérant que nous aurons de plus en plus d'Africains. Nous verrons de plus en plus d'Africains participer au webinaire, aux ateliers en ligne. Nous avons également l'honneur d'avoir Léon Sessou avec nous. Léon est responsable communication de l'Alliance pour le contrôle du tabac en Afrique, ACTA. Léon, c'est moi et Moati, bien sûr, de l'Alliance pour la Convention 4, seront les présentateurs de cette conférence en ligne. Alors, sans vraiment perdre le temps, je passe la parole à Léonce pour les premières diapositives. Léonce, à toi. Merci, Iti. Et je remercie l'audience ici et surtout les organisateurs de ce webinaire, et principalement CITICIE. Tel que Iti l'a dit, la conférence mondiale sur la santé ou le tabac tenue à Cape Town en mars a pris fin avec certaines résolutions. Et ces résolutions, en termes de déclaration de la communauté ayant participé, étaient en 11 points. L'atelier que nous avons actuellement nous permettra de passer ces points et de voir comment est-ce que nous allons les traduire en action dans nos pays respectifs. Alors, le premier point de cette déclaration, la déclaration a commencé par demander à ce que les États puissent travailler ensemble avec la société civile. Et pourquoi d'abord donc stopper l'interférence de l'industrie du tabac? Et nous sommes sans savoir que l'industrie du tabac cherche toujours à s'ingérer dans les politiques de lutte anti-tabac ou à interférer, bloquer de plusieurs manières. Et la participation de la société civile aux côtés des gouvernements pour renforcer les stratégies et surtout faciliter la mise en place des législations est vraiment une chose importante. Alors, la conférence a reconnu que la société civile doit être à côté du gouvernement pour aider véritablement la mise en œuvre de la CECLAT en Afrique. Et c'est pour cela que cette résolution a été prise. Mais surtout, ce qui est important que nous pouvons aussi voir ici, c'est l'approche holistique dont on parle ici. C'est-à-dire que la résolution demande à ce qu'il y ait une approche vraiment gouvernementale et globale et que tous les départements, que ce soit pas seulement le ministère de la Santé, mais que ça soit vraiment une affaire du gouvernement et dans son ensemble, vraiment, afin que cela puisse être pris en compte par les autres ministères, finances, commerce, ministère du travail et autres, que tous les départements ministériels puissent y participer.
Alors, quand nous voyons donc le comment maintenant, nous pouvons dire que sur cet axe de travail, c'est surtout qu'il faudra que les mécanismes de lutte anti-tabac. Donc, on voit qu'il est important qu'il y ait une intégration du programme, au niveau du programme de lutte anti-tabac. Il faut qu'il y ait plus d'actions et d'intégration pour pouvoir répondre aux interférences de l'industrie. Mais aussi, il revient à la communauté de lutte anti-tabac sur le continent de sensibiliser les gouvernements sur ce que c'est que l'interférence de l'industrie tabac et comment cela se produit sur les politiques. Il y a aussi qu'il faut communiquer avec eux et surtout pour les éduquer à prendre des dispositions à leur niveau. Comment est-ce qu'ils peuvent travailler avec l'industrie pour ne pas subir l'industrie, mais aussi tenir un peu dans le sens de défense du bien commun qui est la santé publique. Alors, je pense que sur cette résolution, nous avons un travail à faire. Et quand on parle de société civile, ce n'est pas seulement les organisations telles que nous connaissons de la société civile, mais c'est aussi les scientifiques, les entités de recherche, les fondations, et eux tous doivent vraiment s'y mettre. C'est pour cela qu'ici, on veut mettre l'accent sur cette collaboration, la fondation qui a été récemment créée par le Philip Morris International, qui actuellement est en train de faire quelques avancées partout dans le monde, mais surtout en Afrique, afin de pouvoir prendre la position et s'ingérer davantage dans les politiques. Donc, il est important que nous fassions des sensibilisations pour développer des stratégies afin de dénoncer, de rejeter toute collaboration avec cette fondation qui a été récemment créée. L'autre point qu'on peut aborder ici, c'est les droits de l'homme qui ont constitué aussi un débat au cours de la conférence, et la résolution qui traite des droits de l'homme demande surtout à ce que cela soit pris en compte dans les politiques. Donc, désormais, il faut que le langage change de manière à ce que les déclarations, les droits de l'homme soient vraiment intégrés à la lutte anti-tabac, et en adoptant surtout et en finançant des programmes qui puissent être orientés sur la promotion des droits de l'homme. Les droits de l'homme, évidemment, soutiennent que chacun a droit à la santé, chacun a droit au bien-être, et c'est un droit commun qu'il faudra donc vraiment promouvoir ici. Et c'est pour cela que il est important d'organiser aussi quelques occasions, surtout de renforcement des capacités, et sur les liens entre la lutte anti-tabac et les droits de l'homme. Les liens entre la lutte anti-tabac et les droits de l'homme. Et il nous revient sur comment le faire. Il nous revient à produire des outils, comme des fiches, des outils qui peuvent éduquer et renseigner vraiment sur comment est-ce que la lutte anti-tabac, le lien peut être fait entre la lutte anti-tabac et les droits de l'homme. Et il y avait une déclaration spécifique sur les droits de l'homme qui a été adoptée au cours de la conférence mondiale, et cette déclaration a été circulée, signée et soutenue par l'organisation H et d'autres organisations. Et je crois que c'est quelque chose que nous allons travailler avec les gouvernements à pouvoir intégrer dans les programmes. Je vais laisser mon collègue Ti aborder les autres déclarations, quelques autres déclarations et leur mise en œuvre. Merci, Ti. Merci beaucoup, Léonce. Alors, je continuerai avec le prochain slide. Slide, please. Alors, oui, exactement. Donc, voilà, c'est ça. Nous le savons déjà tous que l'augmentation de la taxe sur le tabac est la mesure la plus efficace que les gouvernements peuvent prendre pour faire arrêter les fumeurs et aussi empêcher les jeunes de commencer. Un tel message devrait figurer dans toutes nos communications publiques
et actions de plaidoyer. Bon, je dirais depuis 2015 ou même avant. Et une fois de plus, la résolution de la conférence mondiale l'a bien souligné. Cette résolution a capitalisé sur le programme d'action d'Addis Abeba, sur la taxation du tabac comme non seulement stratégie de réduction de la prévalence du tabac, mais aussi comme une stratégie, mais également comme une stratégie durable de mobilisation des ressources en interne. Alors, il est indispensable pour nous d'amener nos ministères de Finances à considérer l'augmentation des taxes sur le tabac comme stratégie pour accroître le revenu interne du pays. Mais pour ce faire, nous, société civile, devrons nous intéresser à cette thématique. Pour bien mener un tel plaidoyer ou pour bien mener un plaidoyer budgétaire, nous devons maîtriser le processus budgétaire de nos pays. Nous devons nous intéresser à ce qui se passe dans d'autres pays, dans d'autres régions, afin de pouvoir partager ces expériences avec nos gouvernements. Vous savez, l'industrie passe son temps à contacter nos gouvernements. Nous devons vraiment être proactifs, de telle sorte que nous ne devons pas attendre que l'industrie ait contacté les gouvernements pour parler de taxation du tabac avant que nous essayions de répondre aux allégations de l'industrie du tabac. Donc, nous devons vraiment être proactifs dans ce sens. Mais pour le faire, nous devons absolument maîtriser les questions budgétaires et nous intéresser. Encore, comme Léonce le disait lors de sa présentation sur la résolution sur les droits du tabac et les droits de l'homme, je pense qu'il y a besoin vraiment de renforcement de capacité de la société civile sur les questions de plaidoyer budgétaire pour que nous nous sentons assez à l'aise, la société civile se sente assez à l'aise d'aborder les questions de taxation du tabac auprès des responsables des ministères des Finances. Je passerai à la prochaine diapo. Slide, please. Voilà, merci. Donc, vous savez, juste en termes de background, à la COP7, les parties ont convenu par la décision 13 de créer un groupe de travail ayant pour mission d'élaborer un projet de cadre stratégique à moyen terme dans le but de, voilà, un plan à moyen terme vraiment de la CLAT. Et puis, ce cadre présentera ou bien est appelé à présenter un certain nombre de priorités qui orienteront le travail de la Convention pour les prochaines années et indiquera le type d'assistance à la mise en œuvre à fournir aux parties. Donc, afin, ou disons, si une autre justification de la raison de ce groupe de travail pour l'élaboration de ce cadre est que nous voulons, il est indispensable de continuer à réduire le fardeau des maladies liées au tabac et de respecter les engagements mondiaux énoncés dans le programme de développement durable à l'horizon 2030, ce que nous appelons les objectifs de développement durable. Alors, là, ça fait partie du background de ce cadre, de la raison de ce plan au cadre stratégique. Mais je continuerai encore en disant que bien que certains progrès aient été accomplis depuis l'entrée en vigueur, par exemple, de la Convention, nous savons tous qu'il existe d'importantes lacunes dans la mise en œuvre au niveau global, mais pire encore, vraiment en Afrique. Nous le savons tous et ça, personne ne peut dire le contraire. Alors, nous savons également que la Convention n'a pas encore atteint son plein potentiel en tant qu'instrument de réduction des décès et des incapacités liées au tabac. Alors, et depuis lors, disons depuis la COP7, le projet de cadre stratégique qui est désormais appelé
stratégie mondiale pour la lutte anti-tabac a été élaborée par ce groupe de travail composé des parties à la Convention, des observateurs gouvernementaux et intergouvernementaux à la conférence des parties. Et nous espérons que la COP 8, qui aura lieu en octobre 2018, nous espérons que les parties vont adopter ce cadre stratégique qui a déjà, ou ce plan stratégique qui a déjà été élaboré. Donc, peut-être cela ne cadre pas directement avec les slides que vous êtes en train de voir, mais c'est vraiment pour donner un contexte global à cette raison, à la raison pour laquelle, à justifier pourquoi est-ce que nous devons absolument travailler sur ces cadres stratégiques au niveau interne. Donc, si nous n'adoptons pas, par exemple, le cadre stratégique qui est développé au niveau mondial, il serait vraiment difficile pour nous de développer à bien un cadre stratégique national. Parce que le cadre stratégique global va simplement nous donner les orientations, les indications à tenir lorsque nous serons en train de développer le cadre stratégique national. Mais ce cadre stratégique doit absolument être adopté lors de la COP 8. Alors, nous, ce que nous essayons de faire, c'est d'encourager vraiment tous les... Nous encourageons toute la société civile, nous encourageons les partis à adopter unanimement ce cadre stratégique lorsqu'il sera présenté à la COP, lorsqu'il sera présenté à la COP 8 en octobre. Donc, il est vraiment question que la société civile s'imprègne de son contenu. Il est absolument important que nos points focaux également s'imprègnent parce que nous savons tout ce qui tourne autour des ingérences, parce que l'ingérence ne souhaite pas que ce cadre stratégique soit adopté à la COP. Donc, il faut absolument s'armer avant d'aller à la COP. Nous, la FCA, nous avons énormément de documents autour de cela. C'est une de nos priorités pour cette COP 8. Et une fois adopté, je pense que nous pourrons, il serait facile maintenant de travailler au niveau national pour la planification stratégique en ce qui concerne la lutte anti-tabac. Slide. Merci. Bon, il est vrai que la conférence mondiale a attiré notre attention sur la relation entre l'organisation financement durable. Voilà, sur cette question liée au financement durable du tabac en Afrique, je pense tout tourne également autour de ce cadre stratégique qui doit être adopté. Et je souhaite vous signaler que ce cadre stratégique qui doit également être adopté contient vraiment des éléments de mobilisation de ressources pour le contrôle du tabac, pas seulement en Afrique, mais également au niveau global. Donc, je continue à demander vraiment aux gens de s'intéresser à ce document de cadre stratégique qui va vraiment nous donner les orientations, qui est contacté pour mobiliser les ressources en Afrique, comment impliquer les ministères des Finances, par exemple, dans nos pays. Faut déjà dire que c'est pas que nos ministères des Finances ne sont pas conscients du potentiel de mobilisation de ressources à travers la taxation du tabac, mais le véritable problème, c'est l'ingérence de l'industrie. Donc, nous devons vraiment tout faire pour approcher et développer les documents d'information pour partager avec nos responsables des ministères des Finances pour s'assurer qu'ils comprennent vraiment le bien fondé de l'augmentation des taxes sur le tabac comme stratégie de mobilisation des ressources internes. Et pour nous, la majorité de nos pays dépendent vraiment de l'aide au développement
Et nous savons tous que l'aide au développement est en train de diminuer de plus en plus. Alors, la majorité de nos gouvernements sont à la recherche des financements innovants, non seulement dans le contrôle du tabac ou bien dans le domaine de la santé, mais dans d'autres domaines. Nous recherchons de l'argent pour la couverture universelle en santé. Alors, c'est à nous vraiment de rapprocher nos gouvernements et de parler de toutes ces opportunités autour de l'augmentation des taxes sur le tabac et ce cadre stratégique que je ne cesserai de souligner. Diapo, s'il vous plaît. Slide, please. Je pense que pour ce slide, je passerai la parole à Léonce. C'est ça, Léonce? Oui, merci, Tip. Voilà. Alors, le slide ici, ce que dit, c'est vraiment une partie de ces résolutions qui se trouve être très importante ici. C'est comment étendre la lutte anti-tabac à d'autres secteurs, je pourrais dire à d'autres sujets qui vraiment donneront plus d'intérêt, mais aussi plus de possibilités pour la mise en œuvre et de la convention pour la convention cadre de lutte anti-tabac. Alors, ici, il a été retenu qu'une approche genre, c'est-à-dire que le genre soit pris en compte dans la lutte anti-tabac, que le genre soit pris en compte dans les démarches ou les approches que nous avons à faire notre politique de lutte anti-tabac. Et plus spécifiquement, c'était vraiment axé sur la collecte et le rapportage des données. Donc, spécifiquement, c'est qu'on constate aujourd'hui que les données liées à la prévalence, oui, on en a, et il y a des indicateurs spécifiques sur les sexes et selon l'approche, mais la conférence souhaiterait que cela soit au-delà. On aille au-delà, juste pas seulement à rester sur ces rapports sur le tabagisme qui présentent les indicateurs, mais que ça soit pas seulement la prévalence, parce que les rapports, le GYTS par exemple, le rapport au niveau du tabagisme chez les jeunes ou chez les adultes, ces rapports d'études traitent de la prévalence. Est-ce que donc en allant en montrant l'approche genre, c'est vrai qu'il y a des données qui sont présentées spécifiquement selon le sexe, que ce soit masculin ou féminin, et même des comparaisons. Mais c'est pour le moment, on a plus de données sur la prévalence, au niveau de la prévalence. Donc, surtout, c'est qu'il faut maintenant qu'on aille au-delà dans les stratégies de collecte de données, de rapportage, afin que l'approche genre soit véritablement prise en compte. Et cela, certainement, pourrait aussi faciliter et accélérer la mise en œuvre de la Convention, et surtout d'ici la COP9. Bon, évidemment, comme on le dit ici, c'est une question de temps, parce qu'il y a quelques arrangements à faire, surtout au niveau des programmes nationaux, et qu'il faudra plus sensibiliser à considérer l'approche genre dans leur politique, ou bien en élaborant cette politique, il faut qu'il y ait vraiment cette sensibilité à le faire, mais aussi les organisations qui soutiennent ces collectes de données et ces rapportages CDC et autres, et c'est de les amener aussi à comprendre cette importance d'aller au-delà de la prévalence dans les rapports ou dans la collecte des données et d'aborder d'autres aspects du genre. Et donc, c'est aussi important. Maintenant, aussi, ici, sur cet aspect, on peut associer une partie de chercheurs à faire des recherches sur l'approche, le tabac et le genre. Vous voyez? Et je vois ici, par exemple, des chercheurs comme les socio-anthropologues ou d'autres domaines de la sociologie ou autres qui pourraient être intéressés
voir véritablement du point de vue tabac et approche genre. Cela viendrait compléter ce qui se fait scientifique au niveau santé, vous voyez, au niveau de la prévalence et d'autres données qu'on pourrait collecter et analyser dans les rapports. Et le prochain slide, ce qui suit ici, donc, c'est concernant la déclaration qui est liée à l'Organisation internationale du travail. Alors, Léonce, je ne sais pas, apparemment, j'ai l'impression qu'on a un peu sauté un slide. Je pense qu'il y avait un slide sur cette affaire de génération sans tabac, un truc comme ça. Je ne sais pas si on a cette diapo. Sinon, peut-être c'est moi qui me trompe. Oui, je l'ai affiché, c'est là. C'était passé avant les films. Bon, ok, parce que mon écran, en fait, n'affichait pas. Donc, voilà, c'est juste pour m'assurer qu'on n'a rien sauté, quoi. Ok. Je te laisse l'aborder et après, je pourrai continuer. Sur l'OIT? Sur la génération sans tabac, et là, tu continueras sur l'OIT? Oui, mais là, moi, je pourrais directement aborder l'OIT et je pourrais revenir sur la génération sans tabac dans un instant, puisque c'est un peu en lien avec la conclusion, quoi. Bon, d'accord. Si ça ne te dérange pas, hein? Non. Non, c'est bon. J'ai déjà… Là, tu as l'OIT? Oui. OK. Ah, voilà, l'OIT est affiché, exactement. Donc sur l'OIT, vraiment, je disais, la conférence mondiale a vraiment essayé d'attirer notre attention sur la relation entre l'OIT et l'industrie du tabac. Mais pour moi, je souhaiterais attirer notre attention sur l'interférence de l'industrie du tabac au sein du système des Nations Unies, au sein de ses programmes et également au sein de ses agences spécialisées, pas seulement l'OIT. Même si la plupart des agences des Nations Unies ont compris la nécessité de réduire ou bien, bon, d'arrêter les liens avec l'industrie du tabac, ces connaissances et pratiques ne sont pas traduites vraiment au niveau régional ni au niveau national. Alors, nous avons besoin d'une action assez concrète et c'est à nous de s'assurer que la santé publique prime sur tout autre traité ou bien tout autre accord, tant accords commerciaux ou quoi que ce soit. Dernièrement, lors de la 332e voilà, Assemblée générale de l'OIT, l'Afrique, bon du moins la délégation ougandaise, s'est farouchement opposée à ce que l'OIT cesse de collaborer avec l'industrie du tabac. Et par conséquent, la décision a été reportée pour la prochaine assemblée, l'assemblée générale, qui devrait normalement avoir lieu en juin, ou bien qui aura lieu en juin. Mais je viens tout récemment d'apprendre que le sujet de l'industrie et de la collaboration entre l'OIT et l'industrie du tabac sera plutôt débattu en novembre et non en juin comme initialement communiqué. Alors, cela pourrait peut-être dire que l'industrie du tabac est en train de mener quelques actions de plaidoyer en coulisses. Bon, on ne sait jamais, mais j'espère vraiment que nous aussi, nous menons quelques actions en coulisses. Alors, la réunion aura lieu en novembre. Alors, nous avons encore beaucoup de temps à discuter avec nos gouvernements, à convaincre nos ministères des Finances d'avoir des discussions franches avec les ministères du Travail dans nos pays. Parce que lors de cette réunion, l'industrie du tabac a infiltré, a certainement, bon, nous n'avons pas encore de preuves, a certainement infiltré la délégation ougandaise, a essayé d'infiltrer d'autres délégations. Je n'oserais citer des noms, mais vraiment, c'est à nous d'essayer de s'assurer qu'il y ait une collaboration
entre les ministères des Finances et les ministères du Travail dans nos pays. Et de s'assurer vraiment que, parce que l'objectif pour nous est d'isoler la délégation ougandaise. Il faut qu'en novembre, si on arrive lors de la prochaine Assemblée générale de l'OIT, il faut que l'Ouganda, la délégation ougandaise, soit vraiment seule. Il faut que cette délégation ne parle plus au nom de l'Afrique. Et cela arrivera si, par exemple, la majorité de nos pays représentés parlent en faveur de la rupture des liens entre l'OIT et l'industrie du tabac. Oui, je pense qu'on peut passer à la diapo 10. On revient sur la diapo sur une génération sans tabac que tu voudrais aborder. Non, pas tout de suite. Je vais l'aborder après, quoi. Si on va à la diapo 10. Voilà, oui, je pense que c'est ça. Mon ordinateur a un peu quelques difficultés à afficher. Donc, je perds un peu. Alors, pour nous, je disais voilà, je voulais vraiment lier ces deux diapos, c'est-à-dire cette diapo et la diapo sur la génération sans tabac, parce que c'est vraiment, les deux diapos parlent presque de la même chose. Moi, je les appelle souvent la génération 2.0. Si on dit une génération sans tabac, vraiment, ça veut dire qu'on doit cibler la nouvelle génération. Alors, si nous voulons démotiver cette génération 2.0 à utiliser le tabac, nous devons mettre en place des stratégies très, très ambitieuses. Premièrement, ou bien d'après la résolution de la dernière conférence, il est indispensable de mettre en place une stratégie d'augmentation progressive des taxes sur les produits du tabac à long terme. Moi, je souligne vraiment à long terme parce que nous savons vraiment que la majorité de nos pays ont des ressources vraiment grandissantes. Donc, ça veut dire que le pouvoir d'achat de la population augmente de jour en jour. Ça veut dire si un paquet de cigarettes coûte aujourd'hui et continue à 500 francs et continue à coûter 500 francs 5 ans plus tard, vraiment, même avec une augmentation de taxes, cela ne permettrait pas que cela ne contribuera pas à la réduction de la prévalence ou bien à la prévalence du tabac. Donc, il faut une augmentation progressive de telle sorte que le prix des produits du tabac augmente en fonction de l'augmentation du pouvoir d'achat de la population. Et par conséquent, bon, il y a une deuxième raison également, c'est la collaboration vraiment entre la société civile et le ministère de l'Éducation. Parce qu'un aspect que nous oublions toujours dans notre combat, c'est cette collaboration formelle avec le ministère de l'Éducation. Nous avons toujours tendance à collaborer avec le ministère de la Santé, mais nous avons toujours dit, lors de la dernière conférence mondiale, je pense tout ce qui ressortait lors de tous les ateliers, c'était la nécessité d'une action concertée entre tous les secteurs ou les départements du gouvernement, non seulement le ministère de la Santé. C'est-à-dire, le contrôle du tabac n'est pas seulement une action du ministère, une activité du ministère de la Santé. Ce n'est pas une responsabilité unique du ministère de la Santé. Il faut impliquer tous les ministères, ministère de l'Éducation, ministère des Finances et ministère du Commerce, du Travail et tout. Il faut impliquer tout le monde. Alors, nous savons bien que mener les actions, les campagnes de sensibilisation auprès des écoles demande beaucoup en termes de ressources humaines et ressources financières, mais si nous avons une collaboration formelle avec les ministères de l'Éducation, je pense que les coûts seront largement réduits étant donné qu'ils pourraient vraiment intégrer même dans le circuit scolaire ou bien dans le curriculum scolaire
la sensibilisation sur les méfaits de l'usage du tabac. Alors, je pourrais peut-être m'arrêter là. Et comme je disais, les deux, un, c'est sur une génération sans tabac, mais vraiment, en discutant lors de l'élaboration de cette résolution, nous essayons vraiment de créer ce lien entre génération 2 sans tabac et la nouvelle génération 2.0, quoi. Alors, pour moi, je vous remercie maintenant et puis je peux passer la parole à Léonce, peut-être pour la conclusion ou bien pour des ajouts. Oui. Bon, merci, Iti. Et je voudrais aborder ainsi donc la conclusion de notre exposé et passer la parole aux participants ici pour partager aussi leurs idées et leurs commentaires et même des questions avec nous. Alors, je voudrais dire un peu en conclusion que les 11 résolutions de la conférence mondiale que nous venons d'aborder et voir comment est-ce qu'elles peuvent être mises en œuvre. Et en résumé, nous pourrons dire qu'on est appelé les gouvernements ont été appelés à collaborer davantage avec la société civile et collaborer avec la société civile pour réduire et arrêter l'ingérence de l'industrie du tabac, mais surtout aussi collaborer avec la société civile pour avoir un non-engagement avec la Fondation pour un monde sans fumée qui a été créée l'année passée par Philip Morris International. Et sur ce point-là, c'est bon de nous rappeler que nous avons vraiment un rôle d'information à jouer avec les institutions de recherche, les universités, surtout parce que cette fondation cherche à aller vers cela afin de louer des partenariats et l'Afrique est seulement. Un autre point qu'on peut regarder en résumé ici, c'est l'intégration des autres secteurs à la lutte anti-tabac. Ici, la conférence a mis l'accent sur la collecte et le rapportage des données liées au genre et l'intégration des droits de l'homme, la considération des droits de l'homme et parlant de la lutte anti-tabac, où il faudra mieux sensibiliser, mieux éduquer et surtout former à ce que nous puissions facilement faire la liaison avec cela. Et pour finir, l'Organisation internationale pour le travail a été aussi ciblée comme véritablement pour nous aujourd'hui, elle reste la seule organisation des Nations Unies qui a encore des liens avec l'industrie du tabac, et ce qui n'est pas normal quand nous voulons véritablement parler des objectifs pour le développement durable et promus par toutes les nations. Et puis, évidemment, il faudra chercher à réduire, à éliminer et progressivement Alors, je dirais donc que pour finir, que ces résolutions, en quelques points, j'ai noté 3 points, visent surtout à réduire l'ingérence, réduire et stopper l'ingérence de l'industrie du tabac, à étendre donc la lutte anti-tabac à d'autres domaines, et puis à accélérer la mise en œuvre de la CECLAT en Afrique. Et je vous remercie. Et je vais laisser ouvrir le panel actuellement aux participants et nous allons prendre les commentaires, les questions. Merci. Alors, donc, si vous avez des questions, nous sommes vraiment disponibles. Mais en attendant, peut-être, juste pour dire, lorsque nous insistons sur le fait de mener des actions afin de s'assurer que les différents, disons, nos gouvernements ou d'autres organismes ne développent pas les relations avec la nouvelle fondation de Philip Morris
c'est simplement également parce que ces organisations des Nations Unies, comme nous savons, sont très respectées dans nos pays. Et si ces organisations développent des relations avec de telles fondations, tout ce que nous faisons sera automatiquement dans l'eau. Parce que nous sommes des petites organisations de la société civile, nous sommes moins respectés que ces organisations des Nations Unies. Alors, tout récemment, l'UNICEF, je pense c'est l'UNICEF ou c'est l'UNESCO au Nigeria, a reçu la fondation et je suis certain que plusieurs autres organisations comptent recevoir ou recevront cette fondation si vraiment nous ne communiquons pas avant la fondation. Donc, nous devons vraiment essayer d'approcher ces différentes organisations et parler du bien fondé de ne pas développer des relations avec cette fondation de Philip Morris. Oui, pour votre information sur ce sujet, la fondation a rencontré au Nigeria un centre de recherche créé par l'UNESCO, comme tu le dis, mais aussi a rencontré déjà l'organisation AGRA, qui s'occupe de la promotion de la révolution verte en Afrique. Et donc, ils sont déjà en train d'envahir petit à petit le continent. Et ils vont dans des domaines comme les institutions de recherche ou ceux qui font la promotion du développement durable pour vraiment chercher à s'infiltrer dans la recherche. Donc, nous avons un rôle d'information à jouer au niveau des gouvernants, mais aussi au niveau des chercheurs des universités. Alors, oui, certainement que les participants que nous avons ici ont des commentaires. Nous allons ouvrir le panel. Nous vous laissons la commentaire. Oui? Si? Non, je voulais simplement dire, peut-être s'ils n'ont pas des commentaires, je pense je viens de voir quelqu'un d'autre vient de s'ajouter là. Mais je voulais dire, si on n'a pas de commentaires, on pourra juste passer à la conclusion et dire remercier les participants, quoi. Oui. D'accord. Alors, José. Oui, José. Alors, bon, moi, je suis José du Cap-Vert. J'espère que vous connaissez Cap-Vert. Je voulais seulement donner un exemple qui s'est passé au Cap-Vert par rapport à l'ingérence de l'industrie et les mesures qu'on doit prendre. Avant, je voulais remercier votre présentation. C'était très clair et j'ai bien noté les aspects que je dois en fait faire avancer. Merci. À la fin de l'année passée, l'industrie du tabac a donné aux hôpitaux centraux, nous avons deux hôpitaux centraux au Cap-Vert, au service d'urgence, des défibrillateurs. Ce sont des équipements d'appui aux gens. Et on a pris la semaine passée une décision de faire une communication qui doit être distribuée au niveau de la réseau de l'État, réseau de communication de l'État, une communication sur sur l'attention des dirigeants et des gens qui travaillent dans l'État, sur l'attention avec les rapports qu'ils puissent établir
avec l'industrie du tabac. Et je crois qu'à la fin du mois de mai, on va faire la communication circuler dans le réseau d'État. Je voulais juste donner cet exemple parce que mon français, c'est pas bon. J'espère que vous avez compris la mesure qu'on va prendre dans le mois de mai. Ouais. Non, mais merci beaucoup, José. Je pense que c'est une très très bonne initiative. Et vraiment, c'est ce que nous attendons de plusieurs pays. Il faut vraiment une communication à tous les départements du gouvernement pour les sensibiliser sur non seulement sur l'ingérence de l'industrie du tabac, mais sur les nouvelles stratégies, par exemple, des grands cigarettiers comme Philip Morris qui commencent déjà à s'impliquer non seulement dans le contrôle du tabac, entre guillemets, mais également essaye de se positionner comme partenaire clé dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable, c'est-à-dire l'agenda 2030. Alors là, nos États cherchent de l'argent pour mettre en œuvre l'agenda 2030 et l'industrie a dit, OK, si vous cherchez de l'argent, nous avons de l'argent et nous pouvons vous aider à mettre en œuvre. Donc, nous devons absolument communiquer avec, sensibiliser tous les départements ministériels. Et ce serait bien si également cette communication ressort de très haut niveau, peut-être au niveau du chef peut-être au niveau du premier ministère ou qui que ce soit, selon le système de gouvernance de tout un pays. Merci beaucoup, José. Bonjour. Merci. Bonjour, Henriette. Bonjour, Henriette. Bonjour tout le monde. Moi, je m'appelle Henriette. Je suis chargée de communication au niveau du programme national de lutte contre le tabac du Sénégal. Et je suis vraiment ravie de rejoindre cette plateforme pour les partages d'expérience, surtout relatives à celle des résolutions de la 17e conférence mondiale en Afrique. Et il y a dans la présentation, il y a une partie qui a vraiment attiré mon attention, c'est celle qui parle de la génération sans tabac, parce que comme l'industrie l'a tout le temps fait, l'a toujours fait, que le principal cible était les jeunes. Je crois que nous, aujourd'hui, en tant qu'acteurs de la lutte anti-tabac, nous devons aussi faire le focus sur les jeunes afin de les conscientiser et de les éveiller par rapport aux méfaits du tabac. Et je peux dire qu'ici au Sénégal, nous sommes très, je dirais pas très parce qu'il y a beaucoup de chantiers à bâtir, mais quand j'ai entendu la communication de TIC, je me suis dit qu'on était sur la bonne voie parce que nous avons fait récemment une campagne pour les jeunes et une campagne que nous avons fait au niveau des écoles et universités. Et durant cette campagne, nous avons travaillé en parfaite collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale. Et d'ailleurs, dans la stratégie même, dans le déroulement sur le terrain, on les a mis au devant pour montrer que la lutte anti-tabac est une lutte multisectorielle. C'est la raison pour laquelle chaque partie, chaque institution doit connaître. Nous devons faire connaître à chaque institution ou à chaque ministère les devoirs qu'il incombe par rapport aux missions de la lutte anti-tabac, du moment qu'elle est multisectorielle et transversale. Donc, ça, c'est une première expérience, une expérience que nous avons vécue sur le terrain. Et aussi, récemment, toujours dans la mise en œuvre de la loi anti-tabac du Sénégal, nous avons fait des opérations de supervision et là, c'était les forces de défense et de sécurité qui étaient mises au devant aussi. C'est juste un partage d'expérience pour montrer que la multisectorialité, elle est très, très, très importante, mais qu'aussi, nous devons vraiment, dans les prochaines années, impliquer davantage les jeunes. Et là, nous savons que le Sénégal, aujourd'hui, on est conscient de cela. Et d'ailleurs, il y a une société civile qui s'appelle Nelam Service, qui est dirigée avec comme chef de projet Fatou Diouf Nelam, qui va bientôt faire aussi une formation pour les ambassadeurs.
les jeunes ambassadeurs que nous avons ciblés au niveau de l'université de l'UQAT. Et ces ambassadeurs ont été pris dans des amicales d'université et des personnes aussi qui interagissent souvent sur la page de No Smoke Revolution sur Facebook. Et ces jeunes, aujourd'hui, si nous renforçons leurs capacités, vont aussi de leur côté multiplier le message auprès de leurs pairs, parce que c'est des jeunes qui sont à peu près dans les 14 régions du Sénégal. Tout cela pour dire que nous aussi, c'est vrai que nous sommes à nos premiers pas, surtout par rapport aux stratégies qui visent les jeunes, mais nous aurons toujours besoin aussi d'expériences d'autres pays qui ont déjà fait des activités allant dans ce sens. Donc, c'était une petite intervention que je voulais faire et je me réjouis du partage avec l'ensemble des participants. Merci beaucoup. Merci, Henriette. Ouais, merci beaucoup, Henriette. Vraiment, tu as tout dit. Donc, je ne peux que vous féliciter et le dire bon, comme tu sais, il y a plusieurs partenaires ADCA est là. Si vous pensez que ADCA peut être utile en quoi que ce soit, je pense ADCA les experts et la FCA est également disponible pour vous soutenir dans vos activités. Une fois de plus, vraiment mes félicitations et comme tu soulignes, la génération 2.0 et la génération jeune doit absolument être notre cible principale. L'industrie se focalise sur des produits de tabac sans fumer maintenant et ça attire de plus en plus notre jeunesse. Et je suis très sûr qu'au Sénégal, c'est pratiquement la même chose qu'au Togo, qu'au Cameroun, n'importe où. Alors, raison pour laquelle nous devons continuer à cibler la jeunesse. Tout à fait. Tout à fait. OK, merci beaucoup. S'il n'y a plus d'autres interventions, nous allons conclure l'atelier. Bonjour. Bonjour. OK, je m'appelle Caleb, je suis avec ADCA, je suis assistant à la communication et j'ai beaucoup apprécié toutes les présentations. Je voulais remercier vraiment les organisateurs et les facilitateurs. Une remarque, il y a pas mal de choses qui ont été dites ici, vraiment intéressantes, mais nous ne sommes que 8 ici. Et il y a beaucoup des acteurs de lutte anti-tabac en Afrique. Je ne sais pas ce qui cause problème. Je ne sais pas si les gens sont tellement occupés ou peut-être n'ont pas eu le temps, mais j'ai une petite suggestion parce que c'est vrai qu'on a été informé de cette webinaire par le réseau WhatsApp. J'étais informé par le réseau WhatsApp créé par la FCA, Tobacco Control Africa. C'est vrai qu'on a eu cette information là-bas, mais je constate que peut-être ça serait bon de faire les rappels de temps en temps. Donc, c'est juste un appel que j'ai fait aux organisateurs. Peut-être prochainement, ça fera beaucoup mieux de faire un rappel quelques jours avant l'événement. Comme ça, beaucoup de gens peuvent aussi bénéficier et apprécier toutes les choses vraiment intéressantes qu'on a discutées ici aujourd'hui. Donc, c'était juste une suggestion dans ce sens. Merci beaucoup. Merci, Caleb. Merci, Caleb. Bon, il est à noter quand même que je crois que CTCA a fait passer un rappel hier même sur le groupe et aussi a fait passer, il y a un mailing list que CTCA a qui regroupe les partenaires en Afrique et ils ont aussi passé ces rappels. Et nous allons ensemble réfléchir pour voir comment traîner plus de francophones vers cette initiative très, très importante, comme tu le dis. Et nous allons, à travers notre réseau aussi, le réseau de ADCA, faire un effort encore pour que nos membres aussi davantage puissent être
imprégner, informer et participer. Et le réseau de FCA aussi. Et je crois qu'il est en train de nous écouter aussi. Donc, nous allons tous nous mettre pour soutenir cette initiative de CTCA. Et c'est très important. Et je vous remercie beaucoup, Caleb. Allô. Allô. Allô? Allô. Allô. Bonjour. Oui, allô? Allô, Bonjour, allô, Oumar. bonjour. Bonjour, Vous Oumar. allez bien? Bonjour. Très bien, Oumar. Voilà. Bon, donc, moi, je voudrais présenter mes excuses pour avoir tardé de démarrer en même temps que vous, parce que dans mon secteur ici, on était victime d'une coupure d'électricité. C'est cela qui a fait que je n'ai pas pu me connecter. Mais c'est avec plaisir que je rejoins le groupe. C'est un peu dommage que je n'ai pas pu suivre les présentations. Et il y a aussi que je n'ai pas participé à la conférence mondiale, mais je sais à peu près ce dont on a parlé. Et je me réjouis vraiment de l'intervention de Henriette Ndong, puisque c'est une très large diffusion qui a été faite à propos de ce webinaire. Presque tous les acteurs de la lutte anti-tabac au Sénégal ont été informés et sensibilisés pour participer à ce webinaire-là. Cela est pour moi extrêmement important parce que notre constat est que, à propos des webinaires, surtout les webinaires francophones, vraiment la participation n'est pas ce qu'elle devait être. On devrait un peu réfléchir pour voir comment est-ce qu'on pourrait en tout cas faire pour que tout le monde puisse participer. Parce que je sais qu'il y a des gisements de connaissances qui se trouvent un peu partout dans les pays et que si on mettait tout cela ensemble, on aurait pu peut-être entrevoir des solutions qui auraient pu être apportées à nos problèmes. Alors, je pense qu'il y a de véritables défis qui se présentent avec nous, avec Philippe Maurice, vous l'avez dit, qui est en train de développer son monde sans tabac et avec des moyens colossaux. C'est comme s'il venait narguer les acteurs de la lutte anti-tabac et je sais que l'Afrique va être un théâtre d'opération pour eux sur lequel nous devrions en tout cas tout faire pour que ces interférences-là ne puissent pas en tout cas nous créer de très sérieux problèmes. Je vais m'en arrêter là pour ne pas monopoliser la parole. En tout cas, c'est avec un très grand plaisir que j'ai constaté la participation de Henriette, sa très belle participation qui est très enrichissante. Je vous remercie. Merci, Oba. Merci. Alors, s'il n'y a plus d'autres interventions, nous allons conclure. Alors, je voudrais donc ici, au nom de toute l'équipe de facilitateurs, vous remercier et au nom de l'organisation CTCA qui a pris le soin de nous réunir et de créer cette plateforme pour échanger sur les résolutions de la conférence mondiale. Et vous dire merci pour votre participation et surtout que nous ayons à l'idée nos actes, ce que chacun pourrait faire pour la mise en œuvre de ces résolutions et que, comme nous venons tous de le dire, nous fassions plus de sensibilisation à ce que nos collègues participent à ces genres d'ateliers. Et je vous remercie et bonne journée à vous et bye bye. Merci à tous. Au revoir. Au revoir, Adi. Bye bye. Thank you, everyone. Bye bye. Thank you. Bye bye.
Merci beaucoup. OK. Merci. Merci Henriette. Bye. Merci Caleb.